Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan a une nouvelle fois assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 à domicile face à Empoli. C'est un très beau but de Kalulu du plat du pied gauche des 22 mètres à la 19e minute. Et à mes côtés aujourd'hui, Erko et Superlio. Salut à vous. Salut. Erko, 3 points et puis s'en va, on le dit souvent ces derniers temps, mais ça fonctionne et le Milan consolide sa place de leader. La confirmation donc qui est toujours un peu compliquée dans ces cas-là, c'était 3 points qu'il nous fallait pour la course au Scudetto, même s'il y a encore un petit peu de mal à y croire, même si dans la fête on est dedans. Donc oui, c'était dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contenu. En première mi-temps, quelques combinaisons qui étaient assez intéressantes. C'était un peu plus que d'habitude, un peu plus de jeu, mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes défauts qu'on voit d'habitude. Un manque de poids donc là devant, un manque de manière de jouer et un jeu qui a tendance à pencher un peu du côté gauche. Donc oui, il y a deux, trois individualités qui sont un petit peu sorties du lot. L'ensemble de l'équipe a fait taf d'un point de vue justement implication dans le match. Mais voilà, il n'y a rien de spécial à retenir. C'est, voilà, mis à part les 3 points qui vont être assez importants en attendant les résultats des concurrents, même si on sait qu'il va déjà gagner en tout cas. Superlio, le match t'a-t-il diverti? Pas du tout. Pour moi, c'était soporifique et j'ai l'impression d'avoir vu le copier-coller du match contre la Samp d'il y a un mois, un but très tôt dans le match et un match qui a ronronné durant une grande partie, hein. Après, ça fait trois points, c'est l'essentiel. Le contenu est pauvre, mais pour l'instant, ça fonctionne, hein. Et on a vu des équipes par le passé qui ont perdu le titre en perdant des points contre des petites équipes, hein. Je pense à la Juve d'Ancelotti de 99-2000, où ils avaient perdu le titre à la dernière minute à Pérouse, lors du dernier match contre Pérouse, mais qui avait aussi lâché des points contre des équipes contre Cagliari, la Regina. Et là, faut reconnaître que les 3 points sont importants, sachant qu'il y a eu déjà des contre-performances, hein, que ce soit contre Spezia ou la Salernitana. Donc les 3 points sont les bienvenus. Mais au niveau du jeu, encore une fois, pas grand-chose à retenir face à un adversaire plutôt faible. Pour illustrer votre propos, je vais rappeler les occasions. Deux occasions milanistes seulement, une frappe enveloppée de Florenzi au terme d'une très belle action milaniste, frappe repoussée par Vicario, et la tête de Giroud à la 45e repoussée par Vicario. Sinon, une occasion côté Empoli, bonne intervention de Maignan sur tête de Luperto à la 49e. C'est vrai que quand on joue face à des adversaires aussi faibles, non seulement ça nous permet une nouvelle fois de relativiser le niveau de la Serie A, mais surtout, bon, pour un club qui joue les premiers rôles, c'est rarement très intéressant, parce qu'ils sont regroupés derrière, etc. Ce sont des matchs rugueux, pauvres techniquement du côté de l'adversaire également, beaucoup de passes ratées, j'ai noté, enfin c'était assez insipide, mais, il faut pas faire la fine bouche, nous sommes leaders, nous avons encore une fois gagné un match, et il fut un temps où ces matchs-là, on les perdait, on faisait match nul, donc finalement, il y a plutôt du bon à retirer. Alors, je n'ose demander l'homme du match. Y a-t-il, Erco, un point positif côté milanais, un joueur qui, d'après toi, a surclassé les autres? Pour moi, il y en a deux ou trois qui peuvent un peu sortir du lot, mais j'ai envie quand même de récompenser encore une fois Kalou qui fait des très bonnes prestations. Ça en devient banal, parce que voilà, encore une fois, c'est un joueur qui est vraiment fort sous côté, même dans les médias, etc. Pourtant, c'est un joueur qui sort des prestations minimum 3 étoiles à chaque match. Ici, il s'est ponctué d'un magnifique but en plus, donc c'est une belle récompense pour lui. C'est voilà, quand on entend les rumeurs du mercato, c'est quand même bizarre de parler d'un autre défenseur quand on sait bien qu'on a un futur très grand, hein, s'il continue sa lancée. Il a quand même pris la place de Romagnoli, donc voilà, c'est quand même pas non plus, même si c'est pas le grand Romagnoli d'il y a quelques temps, bah, c'est quand même le faire. Donc il s'est imposé assez rapidement et peut jouer avec n'importe qui. Je trouve que dans la lecture du jeu défensif, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on a défensivement. Il a une intelligence dans la lecture, dans la récupération, dans l'anticipation. Il a une bonne complémentarité avec Tomori, justement, du fait que là où Tomori est peut-être plus fort comment dire, dans les duels, Kalou est beaucoup plus fort dans l'anticipation. Il a toujours l'art de couper des balles dangereuses, de remonter là où il faut justement, quand l'adversaire se fait pressant. Il fait monter en puissance. Honnêtement, enfin, moi, depuis qu'il a commencé à jouer plus souvent, j'ai pas souvenir d'une mauvaise prestation de sa part et c'est relativement rare pour un défenseur de son âge. Donc, oui, impressionnant. Son match, encore une fois, a été 4 étoiles aujourd'hui, en tout cas. Superior. J'aurais cité le même joueur, mais pour changer, je dirais Benasser, qui a été très dynamique, disponible au milieu de terrain, tout comme Tonali que j'aurais pu choisir. Donc je choisirais Benasser qui a fait un gros match selon moi, la récupération, et qui a pallié un peu les manques de Kessie sur ce match-là. Caissier qui a sans doute la tête ailleurs, mais ça fait quelques semaines qu'on le dit. Passons directement à la déception d'Erco. Oui, en déception, justement, j'ai envie de parler un peu de Kessié. Je trouve que je sais bien que c'est pas évident pour lui parce qu'il joue pas vraiment à son poste. C'est un peu sévère de dire qu'il a été mauvais parce que c'est pas vraiment le cas. Il a été quand même relativement correct.
Mais on sent une implication qui est quand même beaucoup moins qu'avant. Et même techniquement, je trouve que l'année passée, il a quand même montré quelque chose. Qui ici a perdu, que ce soit son jeu long, même des fois des bêtes contrôles de balle ou des passes courtes qui n'arrivent pas vraiment enfin, je vais pas dire qu'il n'arrive pas à faire, mais qui réussit beaucoup moins. C'est un peu décevant parce que quand on sait l'importance qu'avait ce joueur-là et quand on sait justement le volte-passe qu'il a fait cette saison-ci. C'est lui qui veut partir sur une bonne note, ben justement en implication qu'il est, ces derniers matchs qu'il va laisser ne vont pas être bons. Donc c'est décevant de sa part. Et voilà, encore une fois, il n'a pas été mauvais, mais quand on connaît le joueur qu'il a été l'année passée, oui, c'est quand même une différence abyssale. Hein. Super You. Pareil, j'aurais dit caissier. Alors, peut-être le fait d'avoir joué un petit peu plus haut en numéro 10, quasiment, était peut-être pénalisant pour un joueur comme lui. Je pense pas qu'il a les pieds, la capacité de passe d'un numéro 10, mais ça n'excuse pas tout. Sinon, un autre joueur que j'aimerais citer dans les déceptions, c'est Florenzi. Le dernier match que j'avais vu jouer, c'était un Italie-Bulgarie au mois de septembre, où il était responsable sur le but bulgare. Là, je l'ai pas trouvé à son aise côté gauche. Vous me direz qu'il manque de rythme, d'où les crampes en fin de match, mais je ne l'ai pas trouvé à l'aise, Mais tu sais, même alors, je sais s'il a pas une si tu l'as grosse... vu ces derniers temps avec le Milan, mais il a été très bon. Là, c'est peut-être une prestation en demi-teinte, effectivement, mais par exemple, en coupe, l'autre jour, il a été exceptionnel. D'accord, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un joueur que j'aime bien, même si je pense que dans la tête de Mancini, le sélectionneur, il n'est plus titulaire. Je pense que Di Lorenzo a un train d'avance, mais espérons qu'il continue, mais je le préfère mieux à droite qu'à gauche. Là, c'était pour pallier la suspension, j'imagine, de Théo Hernandez. Donc là, c'est un bon couteau suisse, mais attention à ses manquements au niveau du poste de latéral, au niveau du replacement. Très bien, passons aux mentions particulières. Erco, de qui souhaiterais-tu parler ce soir? Bah, justement, c'est ce qui fait la beauté du football, c'est que, enfin, moi j'ai un avis totalement différent en ce qui concerne Florenzi, parce que pour moi, je l'aurais mis dans les trois meilleurs aujourd'hui. Je trouve qu'il a vraiment été bon. Il a été assez juste techniquement, il a quand même pas mal percuté, il aurait pu marquer son petit but si le gardien adverse n'avait pas fait une belle parade. C'est un joueur qui a une bonne implication, qui est toujours à 100% côté entre les dents et qui en plus justement depuis qu'il a retrouvé son bon niveau physiquement, a une certaine justesse technique. C'est pas Théo, ça ne le sera pas. C'est pas Calabria quand il était en forme, quand il est à droite. Mais ça reste quand même un bon joueur qui, comme été dit, qui est polyvalent, qui a un bon couteau suisse, qui est bon à plus ou moins à n'importe quel poste là où on le met. C'est important d'avoir un joueur comme ça. Et je trouve que aujourd'hui, ça aura une mention plus qu'honorable. Si Kalou n'aurait pas mis son but, je pense qu'il serait peut-être même milieu homme du match. Mais voilà, c'est ce qui fait comme je dis, la beauté du football. C'est que pour moi, en tout cas, il est dans les trois meilleurs aujourd'hui. Tu parlais de Calabria, qui lui, pour le coup, n'est pas terrible depuis un petit moment. Il va falloir qu'il se reprenne, Offensif, le ouais. jeune Milaniste. Super Yo. Offensif. Écoute, sur ce match, je dirais peut-être Maignan, même s'il n'a pas un arrêt à faire. La tête de Luperto qui dévie le ballon est assez vicieux. Et on sait que pour un gardien, des ballons comme ça sont dangereux et surtout rester concentré dans tout le match et sortir l'arrêt qu'il faut. Donc pour moi, je dirais aussi Maignan, mais à l'image de ce qu'il montre depuis le début de saison. On peut même se demander s'il n'est pas le meilleur gardien de série. La question se pose. Et ce qu'on a vu de Donnarumma cette semaine nous fait pas regretter. Hein, parce que c'est vrai que la faute au pied là, face à Benzema, Maignan l'aurait sans doute pas faite. Mais enfin, Donnarumma nous a habitués à ça il y a quelques temps. Espérons qu'il ne le fera pas dans quelques jours avec la nationale. Et nous passons précisément au mot de la fin. Peut-être qu'on va parler de ça, d'ailleurs, ou d'autres choses. Erco, de quoi souhaites-tu nous parler ce soir? Ben oui, c'est un petit peu inquiétant justement pour rebondir là-dessus, de voir je vais pas dire au niveau de Donnarumma, parce qu'on peut pas remettre son niveau voilà, parce hormis sa boulette contre le Real, il a quand même fait plutôt un bon match. Mais voilà, dans un match contre Portugal, qui a un effectif quand même relativement de grosse qualité offensivement, voilà, quand on connaît les jeux aériens de Ronaldo, c'est quand même important d'avoir un joueur qui a un bon balle au pied dans sa sortie. Et je trouve que ce niveau-là, il a toujours pas progressé. Je trouve ça quand même un peu inquiétant. C'est mis en plus aussi le manque comment dire, de qualité offensive, puisque soit il va sûrement jouer avec Immobile titulaire, et je pense pas qu'il fera confiance directement à un joueur comme Scamacca ou à Raspadori. Voilà, j'espère quand même qu'il y aura du 109, parce que l'Italie, comme elle joue pour le moment, ça va pas du tout. Le Portugal ne brille pas non plus. On joue quand même. Enfin, ce serait quand même frustrant de manquer deux On va fois une rappeler Coupe qu'on du joue d'abord Monde. la Macédoine quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Pardon, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Mais bon, même côté Macédoine, on aura quand même effectivement un manque de réussite aussi. Je pense pas qu'on devrait continuer comme ça avec Immobilier. Et faire en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'on arrivera à quelque chose.
et que, en tout cas, Mancini essaiera du 109 en tout cas. Et que Jorginho ne tirera plus les pénaltys. Mais Aussi. Superlio, j'imagine, va poursuivre sur ce sujet. Bon, pour la parenthèse sur Jorginho va être fermée. Il en a retiré avec Chelsea, il les a tous mis. Donc il a raté les deux, enfin les trois, si on compte celui en finale de l'Euro, qu'il fallait pas. Donc, maintenant, ce qui est fait est fait. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. On avait fait match nul contre les Bulgares. Même en marquant plus de buts en Irlande du Nord, on aurait fini devant les Suisses. Mais bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Moi, je suis aussi en colère contre tous ces clubs italiens tous ces présidents de clubs qui n'ont pas réussi à trouver une date pour libérer les joueurs plus tôt, quitte à reporter la prochaine journée, là, ce qui fait que Mancini aura les joueurs 3 jours avant. Et comme dit tout à l'heure, ça se prépare pas en 3 jours une échéance comme celle-là. Ce serait dommage de rater 2 coupes du monde, surtout celle-là où on serait qualifié en tant que champion d'Europe, ce qui serait déjà pas mal. Mais je partage vos doutes. Hein. Le premier match contre la Macédoine, sur le papier, semble très abordable, mais il faut quand même le jouer. Hein. Et Immobilier, c'est sûr, n'est pas une garantie, mais en ce moment, à part Scamacca, je vois pas qui pourrait être numéro 9 de l'équipe d'Italie. En plus, n'oublions pas les pertes de Chiesa et Spinazzola qui sont pas vraiment compensées. Hein. Et la méforme de Barella qui a beaucoup joué. Donc il y aura aussi. Spinazzola n'est toujours pas revenu? Il est toujours pas revenu, il a repris peut-être la course. Mais il est blessé depuis l'Euro. Oui, tout à fait. Ah non, c'est long, hein. Et vous avez tous pu remarquer la différence entre l'Italie avec Spinazzola et sans Spinazzola, même si Emerson ne démérite pas, mais sur ce qu'il montre en France, j'ai pas trouvé son niveau exceptionnel. Il faudra voir les convocations de Mancini, notamment en attaque, et compenser aussi l'absence de Chiesa, même si en ce moment, le meilleur joueur offensif italien, celui qui crée le plus, c'est Berardi de Sassuolo, qui fait une super saison et qui est très bon. Espérons qu'il le soit pour ces échéances à venir. Et qui fait partie des pistes, une nouvelle fois d'ailleurs évoquées pour le Milan, lors du mercato estival, hein, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on annonce Berardi au Milan. Moi j'ai jamais été fan de ce joueur, comme d'ailleurs de la plupart des joueurs qui les a acceptés, qui composent l'attaque de la Nationale. Et ce que j'aimerais, c'est que Zaniolo perce vraiment sans se blesser, parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer régulièrement. Hein. Il s'est fait 2 fois les croisés, je crois, Zaniolo. Donc il est grand temps qu'on puisse voir éclore enfin ces jeunes talents là qu'on a vus avec les U17, U19 italiens. Si, bien entendu, les clubs veulent bien les faire jouer. Pour Zaniolo, c'est le cas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, on suivra ça avec intérêt, mais on se donnera probablement rendez-vous avant, donc samedi prochain pour le déplacement du Milan à Cagliari. D'ici là, bonne soirée, bon dimanche à tous. Salut! Salut.